Ce documentaire raconte la guerre du Vietnam vue par les Américains qui ont servi pendant le conflit. Il comporte des vidéos amateurs ainsi que des séquences d'archives rares qui ont été collectées à travers le monde et qui sont présentées ici en haute définition. Certaines scènes pouvant choquer, ce programme est destiné à un public averti. And I served 3 years. I know what it's about. I have a son that's going to go into the army. We fight because we must fight. If we're to live in a world where every country can shape its own destiny, we will not be defeated. Deux mois se sont écoulés depuis que le Nord-Vietnam et le Viet Cong ont lancé l'offensive du Tet. Les Américains ont perdu tout espoir d'une victoire rapide et la guerre du Vietnam est de plus en plus impopulaire. Are you burning your draft card? I don't want to get killed. I don't mind getting in the army, but you're going to go over in Vietnam and die in some rice paddy for something that not even the president can tell you what it's about. Alors que la présence militaire des États-Unis s'intensifie, les jeunes Américains sont de moins en moins nombreux à s'engager. L'armée est contrainte de recourir à la conscription pour remplir les rangs. Ils ont beau appeler cet endroit la maison des troupes de combat, c'est plutôt un hébergement temporaire. Car dans quelques mois, on sera tous expédiés au Vietnam. Arthur Wicknick, un appelé de 19 ans, s'entraîne à Fort Polk, en Louisiane. Pour des dizaines de milliers de recrues, ce site de 80 000 hectares est la dernière étape avant le Vietnam. Il y a un mois, l'armée ne faisait absolument pas partie de mes préoccupations. Je venais de m'acheter une nouvelle voiture, une Camaro de 1968. Et j'avais décroché un boulot dans une compagnie aérienne. Je gagnais plutôt bien ma vie. Et puis j'ai reçu mon ordre d'incorporation. C'était un vrai coup dur. Parce que j'avais une vie confortable, j'avais tout ce que je voulais. Et on allait me l'enlever. Mais j'étais obligé d'y aller. Tous mes amis étaient appelés. Même si c'est pas la joie ici, c'est toujours mieux que le Vietnam. Alors, quand mon commandant propose de m'envoyer à l'école des sous-officiers pour devenir chef d'escouade, je suis à 2 doigts de refuser. Mais il ajoute, tu pourras rester aux États-Unis 6 mois de plus. Du coup, j'ai accepté. Je ne voulais pas aller au Vietnam. Et je me disais que dans 6 mois, la guerre serait peut-être finie, ou notre présence serait tellement réduite qu'il n'en verrait plus personne. Mais malheureusement, quand j'ai intégré cette école, la guerre ne faisait que commencer. La guerre à laquelle Arthur Wicknick s'apprête à prendre part continue en effet de s'intensifier. Même si le Nord-Vietnam et le Viet Cong ont essuyé une défaite militaire pendant l'offensive du Tet, ils ont remporté une victoire psychologique. À présent, l'ennemi multiplie les attaques à petite échelle pour saper le moral des Américains.
Le pays est en pleine tourmente, et les événements des 5 prochains mois vont aggraver encore un peu plus la situation. C'est dans ce contexte de guerre et de troubles sociaux que le républicain Richard Nixon remporte les élections présidentielles. Il promet de restaurer l'ordre dans le pays et de ramener la paix à l'étranger. The greatest honor history can bestow is the title of peacemaker. This honor now beckons America. The chance... Quand Nixon prête serment, 537 000 soldats américains sont présents au Vietnam. Et 300 d'entre eux sont tués ou blessés chaque semaine. Malgré le remplacement du général William Westmoreland par le général Creighton Abrams en tant que commandant en chef 6 mois plus tôt, la situation militaire reste à peu près la même. Les forces terrestres américaines s'épuisent des semaines entières à rechercher un ennemi insaisissable sur un terrain très difficile, avant de compter ses morts. Pour les soldats américains qui arrivent en 1969, le Vietnam est resté la même guerre que 4 ans auparavant. Une guerre qui consiste essentiellement à compter le nombre de tués. Afin d'accorder un peu de répit à ses soldats, l'armée américaine propose des sites dédiés au repos et aux loisirs. Ils existaient déjà lors de précédentes guerres, mais c'est la première fois qu'ils sont situés en zone de conflit. Si c'est ça le Vietnam, alors c'est mon genre de guerre. Il y a même des filles en bikini. Un mois après son arrivée au Vietnam, la compagnie du sergent Arthur Wicknick de la 101e division aéroportée obtient une permission de 3 jours. C'est super, mais en même temps, je me sens coupable. La plupart des gars ont combattu le Viet Cong pendant des mois. Ils méritent de se la couler douce et de se défouler un peu. Pas moi. Mais pile au moment où je commençais à m'amuser, ils nous ont renvoyés à Camp Evans. Il se tramait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. On nous a tous rassemblés. Notre capitaine est venu et il nous a dit que certains de nos collègues étaient en difficulté dans la vallée d'A-Chau, qu'on devait aller les aider. Je n'avais jamais entendu parler de la vallée d'A-Chau, mais les autres, oui. Ils étaient là. La vache, mais ça grouille de soldats nord-vietnamiens là-bas. Et on va y aller? Qu'est-ce qui se passe? Sans le savoir, Arthur Wicknick est sur le point d'entrer dans une des régions les plus farouchement disputées du Sud-Vietnam. Située le long de la frontière avec le Laos, la vallée est principalement recouverte de jungle. C'est une des plus précieuses bases de l'armée nord-vietnamienne au Sud-Vietnam. C'est par là que transitent renforts et matériel en provenance de la piste Ho Chi Minh. Une semaine plus tôt, sur la colline 937, un bataillon américain de 400 hommes a découvert 1500 soldats nord-vietnamiens, à moins de 2 km de la frontière. Depuis, ils livrent un combat acharné et ont absolument besoin de renforts pour prendre la colline.
sergents d'approvisionnement nous envoient tout de suite des tonnes de munitions. On nous dit de tout multiplier par 2. Au lieu de 200 munitions de M16, prenez-en 400. Au lieu de 50 munitions de M60, prenez-en 100. La vache. On doit vraiment être en train de se préparer à quelque chose de sérieux. J'essaie de garder mon sang-froid, mais j'ai encore jamais participé à un grand combat. En fait, à part pendant l'entraînement, je ne me suis presque jamais servi de mon arme. Je ne sais pas ce que je vais faire, à part prendre mon courage à deux mains et prier pour que tout se passe bien. Bizarrement, de là-haut, tout paraît beau. Ça me fait un peu penser au Vermont. Mais je le sais bien. Le Vietnam, ça n'a rien à voir avec le Vermont. Le sergent Arthur Wicknick et sa compagnie sont en route pour la colline 937. Ils doivent prêter main forte à des soldats américains qui essaient de déloger l'armée nord-vietnamienne depuis une semaine. Cette colline est située le long d'une des nombreuses voies ennemies vers le sud, que les forces américaines cherchent à couper. Quand j'observe les hommes autour de moi, ils regardent tous droit devant. Au loin, je vois la cime brune d'une montagne au milieu de la verdure. Et j'ai tout de suite compris que c'était là qu'on allait. On descend de l'hélicoptère le plus vite possible. Et on se dirige vers le petit poste de commandement. J'en crois à peine mes yeux. Il y a des GI sales et mal rasés partout. Le sol est jonché de caisses de munitions et de boîtes de conserve. Même l'air sent l'urine. J'observe la scène quand un type me dit « Hé, sergent, tu ferais mieux d'enlever ces galons. » J'étais là « Comment ça? Je les ai mérités. » Et il a expliqué « Non, il vaut mieux que tu les enlèves car l'ennemi tire d'abord sur les chefs et tu seras une vraie cible vivante une fois là-bas. » Un autre type est arrivé, il a dit « Allez, Jim, laisse les nouveaux tranquilles. Ils n'y sont pas encore allés. Ils ne savent pas ce que c'est. » Apparemment, ils étaient là depuis le début de la bataille, depuis 8 jours. Et j'ai pensé que pendant que nous, on était en train de pique-niquer et boire de la bière, ces pauvres gars se démenaient au combat. Je me suis senti très mal. J'avais envie de m'éloigner d'eux. J'avais l'impression que je ne méritais même pas d'être en leur compagnie. On s'est installé. J'entends des voix de Vietnamiens qui résonnent dans la colline. Personne ne sait ce qu'ils disent. Mais le message est clair. Ils veulent nous faire savoir qu'ils sont là et qu'ils nous attendent. Alors qu'Arthur Wicknick et sa compagnie se préparent à l'assaut de la colline 937, à 25 km à l'ouest, des pilotes américains tentent d'arrêter l'avancée ennemie vers le sud en s'attaquant directement à la source du problème, la piste Ho Chi Minh. Même si la politique diplomatique défend aux forces terrestres des États-Unis d'entrer au Laos ou au Cambodge, où est située une grande partie de la piste Ho Chi Minh, les avions américains n'ont pas interdiction de bombarder.
Mais même avec des bombardements incessants, les mouvements ennemis le long de la piste Ho Chi Minh semblent impossibles à arrêter. Avec plus de 9000 km de route, l'armée nord-vietnamienne change simplement d'itinéraire autour des zones touchées, tandis qu'une équipe de 100 000 ouvriers travaille jour et nuit pour assurer la maintenance et les réparations. Les forces ennemies sont capables de déplacer près de 10 000 tonnes de matériel chaque mois. Les Américains tentent de les arrêter, mais la forêt tropicale très dense leur complique la tâche. Entre les pluies de la mousson et l'insupportable humidité, tout le monde est trempé jusqu'aux os. On a déjà perdu une demi-douzaine d'hommes aux mains de l'armée nord-vietnamienne. Et maintenant, on commence à en perdre à cause d'autre chose. La moiteur dans la jungle. Mais après être resté coincé ici pendant 3 jours, j'imagine que le mauvais temps est le cadet de nos soucis. Karl Marlantes, un lieutenant des Marines de 23 ans, est sur la colline 400, à 100 km au nord de la colline 937. 3 jours plus tôt, lui et les 170 Marines de sa compagnie sont partis arrêter ce qu'ils croyaient être un groupe de 100 soldats nord-vietnamiens rejoignant le sud via la piste Ho Chi Minh. Au lieu de cela, ils sont tombés nez à nez avec un régiment entier, près de 2500 hommes. Ici, au milieu de ce bourbier, j'ai du mal à croire qu'il y a tout juste un an, j'étais à Oxford. Mais après 5 ou 6 semaines là-bas, j'ai commencé à me sentir coupable. Je buvais de la bière et je sortais avec des filles. Je m'éclatais alors que mes amis combattaient au Vietnam. Au bout d'un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là. J'avais l'impression de me cacher derrière des privilèges. Et ça ne pouvait plus durer. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller au Vietnam. Et là, j'y suis, au cœur de l'action. Et il y a une autre compagnie à quelques kilomètres. Mais l'armée nord-vietnamienne nous avait encerclés. Ils nous tiraient dessus avec des mortiers. On était à court d'eau, alors que c'était la mousson. On essayait de récupérer des gouttelettes de brouillard sur nos ponchos en les léchant. La situation était critique. Il nous restait à peu près 8 secondes de munitions de mitrailleuse. Et on s'est tout partagé équitablement. Je me souviens d'avoir regardé un petit carré d'herbe et de m'être dit que c'était merveilleux de pouvoir simplement voir la terre. Et j'ai pensé à tout ce que j'allais rater. Parce que j'allais mourir. Pour la première fois depuis des jours, le ciel est dégagé. Et puis on entend à la radio les mots qu'on appelait tous de nos prières. Les hélicoptères sont en route. Le lieutenant des Marines, Karl Marlantes, est coincé en haut de la colline 400, près de la frontière laotienne. Après avoir essuyé de lourdes pertes au cours de violents combats avec l'armée nord-vietnamienne, sa compagnie de 170 hommes a passé 3 jours sans nourriture ni matériel. Une fois les blessés pris en charge, des dizaines de renforts commencent à décharger des caisses de munitions et des caisses de boîtes de conserve. Je peux vous dire que les gars n'ont jamais été aussi contents d'avaler leur ration. Quand j'ai fini de manger, je vais voir le chef pour connaître les nouvelles instructions. Mais dès qu'il commence à parler, tout mon corps se crispe.
Il dit que la plupart des ennemis sont partis, hormis une centaine d'hommes qui sont encore retranchés dans une colline voisine. La colline 484. Il explique que comme c'était le travail de notre compagnie d'arrêter l'armée nord-vietnamienne au départ, il paraît logique que ce soit nous qui nous occupions de prendre la colline 484. J'arrive pas à y croire. On est coincé ici depuis 3 jours, sans aucun ravitaillement, et maintenant ils veulent qu'on poursuive l'assaut. Mais la décision est déjà prise. On attaquera à l'aube. Alors qu'on part se mettre en position, je commence à réfléchir à plein de choses. Je me demande comment on va prendre la colline. Si on attaquait par là, ouais, c'est une bonne idée. Et pourquoi pas plutôt comme ça? C'est du boulot, mais ça peut marcher. J'essayais du mieux que je pouvais de trouver une solution. Et j'ai compris qu'aucune solution ne me permettrait de ne pas perdre d'hommes. Je me rappelle avoir distingué un vague contour de cette colline au-dessus de nous, dans l'obscurité. Il y a des gens là-haut qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas non plus, et d'ici 1 heure ou 2, on sera en train de s'entretuer. Mais j'ai pris sur moi, j'ai secoué la tête et je me suis dit, je vais y arriver. Je ne peux pas faire demi-tour et m'en aller. Je vais prendre cette colline. Et en même temps, je me disais, à quoi bon prendre cette colline? Mais je connais déjà la réponse. Parce que je suis un marine. Un marine ne renonce jamais. Le soleil pointe à l'horizon. Les hommes se parlent en chuchotant. Pour le moment, tout est étrangement calme. Le sergent Arthur Wicknick est au pied de la colline 937, dans la vallée d'Achau. Sa compagnie a rejoint un bataillon qui, depuis 10 jours, essaie de prendre la colline. Aujourd'hui, ils vont lancer leur 10e et, avec un peu de chance, dernier assaut. L'ordre est tombé. Mettre les baïonnettes au canon. On va tuer tous ceux qu'on voit. Et si on est à court de balles, on les achèvera à coups de baïonnette. À 8 h du matin, des pilotes américains bombardent pendant une demi-heure la colline 937. À 8 h 30, chaque base américaine à proximité fait feu pendant 90 minutes. À 10 h, l'artillerie se fait silencieuse et l'assaut terrestre commence. On pensait qu'on allait monter de manière ordonnée. Mais ce n'était pas le cas. C'était le chaos. Les balles fusaient. Les gars partaient dans toutes les directions pour tenter d'échapper à ce qui se passait autour d'eux. Malgré le bruit, on entend les balles arriver. Ça paraît fou, mais je les entends percuter le sol devant nous. Et je comprends pas pourquoi ils s'acharnent sur moi. Et c'est là que ça fait tilt. J'ai pas enlevé mes galons. Ils essaient de me tuer parce que je suis un chef. Je n'avais pas de couteau, je n'avais rien. Je pouvais pas les enlever à ce moment-là. J'étais trop occupé à essayer d'éviter d'être tué. Je me suis levé et j'ai recommencé à tirer. J'ai changé de chargeur et là, quelque chose m'a soudain aveuglé. Quand j'ai essayé de me protéger les yeux, j'ai été touché à la poitrine et projeté en arrière.
Pendant une seconde, tout ce que je me dis, c'est fini. Je vais mourir sur une colline, au milieu de nulle part. Et puis la douleur commence à devenir plus intense. Un soldat ennemi m'avait tiré dessus. La première cartouche avait heurté le sol devant moi et projeté de la terre dans mes yeux. La deuxième balle n'est pas rentrée dans mon corps, mais le tir avait été assez violent pour me faire tomber. Je n'aurais pas une chance pareille 2 fois. Alors j'ai crié à mes gars, « Suivez-moi !» Je me suis mis à courir. Les balles continuaient à fuser. Elles effleuraient mes pieds. Et j'ai commencé à grimper la colline. J'ai sauté par-dessus des blocos abandonnés, en ne prêtant pas du tout attention à ce qui se passait autour de moi. Tout ce que je sais, c'est que je veux survivre. Il faut que j'arrive jusqu'en haut de cette colline. Tout le monde est allongé, face contre terre. Si on ne trouve pas un moyen de détruire ces blocos, on va tous mourir. Le lieutenant Karl Marlantes est sur la colline 484. Quelques heures plus tôt, sa compagnie a commencé à attaquer une centaine de soldats nord-vietnamiens retranchés dans la colline. J'ai dit, tu dois attaquer cette mitrailleuse devant le blocos là-haut. Tu dois faire diversion. Il s'est exécuté. La mitrailleuse s'est mise à lui tirer dessus. Il a riposté. Il perdait beaucoup de sang car il avait été touché à la jambe. Je voyais le sang couler de sa jambe. Son cœur battait toujours. Il a continué à tirer. Il a continué à tirer. Et là, je me suis dit, c'est fini. J'ai couru en haut de la colline et je me suis dit, il reste plus que moi. Mais du coin de l'œil, je vois tous mes hommes, quelques mètres derrière moi. Je leur donne l'ordre. Quand on atteint les blocos, tout le monde ouvre le feu. Je vois tous mes hommes à quelques secondes derrière moi. On a atteint les blocos, je me suis mis à courir et à lancer des grenades. Tous les autres m'ont suivi et on a pris la colline. Quatre hommes de ma section sont morts en prenant la colline 484. Ils étaient tous mes amis. Pour être un chef, il faut donner des ordres à ses hommes, et ces ordres peuvent les tuer. C'est dur. Et c'est souvent les meilleurs éléments. Quand on sait que ça va être dur, on choisit ses meilleurs éléments. On veut être sûr que la mission sera accomplie. Et c'est comme ça que les meilleurs éléments meurent. C'est toujours dur. Et ça, il faut vivre avec. Je suis accroupi et je me prépare à la prochaine salve. Mais c'est étrangement calme. Tout ce que j'entends, ce sont des tirs de carabine et des grenades au loin. Tout à coup, je vois quelqu'un arriver. Il me fait le signe de paix. Et je comprends alors que ce sont mes hommes qui montent la colline. Le 20 mai 1969, après 10 jours de combats acharnés,
les forces américaines réussissent enfin à prendre la colline 937. Dans le camp américain, on déplore 70 morts et 372 blessés. Dans le camp ennemi, plus de 600 soldats ont perdu la vie. Même si c'est une victoire pour les États-Unis, la plupart des 1500 Nord-Vietnamiens repérés au départ sur la colline 937 ont réussi à s'enfuir au Laos. Je suis tellement content que je ne sais même pas quoi dire. Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu. On a réussi à prendre cette foutue colline. Mais alors que je commence tout juste à relâcher la pression, 2 soldats viennent me dire: tu sais qu'ils ont trouvé un nom à cette colline? Et je leur réponds: c'est vrai? Lequel? Hamburger Hill, la colline du hamburger. Pourquoi? Parce que c'était une vraie boucherie. Il y a même une pancarte sur un tronc d'arbre. Je suis allé voir la pancarte. C'était écrit Hamburger Hill. J'ai regardé la pancarte et je me suis dit: ok, d'accord. Elle était accrochée à un tronc d'arbre avec une baïonnette. Je vois quelques mots écrits en tout petit sur un minuscule bout de papier accroché en dessous. On peut lire: est-ce que ça en valait la peine? Pendant un instant, je regarde les troncs d'arbres exploser, les trous laissés par les bombes. J'entends le gémissement des blessés. L'odeur de cordite me brûle le nez. Je m'arrête et je me dis: est-ce que ça en valait la peine? Hamburger Hill en valait-elle vraiment la peine? Bon sang, je l'espère vraiment sincèrement. The battle for Hamburger Hill near the Laotian border is over. A dozen North Vietnamese snipers were killed today. Pas le temps de savourer la victoire. On doit plier bagages et quitter cette maudite colline. Le 5 juin 1969, 16 jours après la prise héroïque de Hamburger Hill, les forces américaines l'abandonnent. 3 semaines plus tard, l'armée nord-vietnamienne reprend la colline, sans qu'un coup de feu ne soit tiré. L'épisode d'Hamburger Hill est représentatif de ce qui s'est passé pendant toute la guerre du Vietnam. D'un point de vue tactique, c'était facile de comprendre quelle était notre mission. Mais d'un point de vue plus stratégique, il n'y avait pas d'objectif. Si on pense à la Seconde Guerre mondiale, à laquelle mon père et mes oncles ont pris part, quand vous étiez dans le Pacifique, vous preniez une île, vous vous rapprochiez de Tokyo et vous pouviez mesurer votre progression. Ou bien vous débarquiez en Normandie, vous libériez Paris et vous franchissiez le Rhin. Vous aviez des objectifs. Le Vietnam était la première guerre où ce n'était pas clair. Comment savoir quand on a gagné? Le 27 juin, dans un article choc de 12 pages, le magazine Life publie les photos de 242 Américains tués au Vietnam en seulement une semaine. Beaucoup croient à tort que tous ces hommes sont morts en prenant Hamburger Hill. Cette bataille déclenche une très vive controverse. President Nixon, when he was running during the campaign, stated he had a peace plan. We'd like to know what it is. We want to show Mr. Nixon that there are so many people opposed to the war that it is politically possible for him to end it now.
Senator Kennedy of Massachusetts delivered a brief speech criticizing what he called the senseless and irresponsible military pride, in which American men are sent to their deaths in pointless battles like this one for Hamburger Hill. Les forces américaines ont déjà livré plusieurs fois des batailles comme celle de Hamburger Hill. Mais la population américaine est encore traumatisée par l'offensive du Tet et contrariée que le président Nixon n'ait pas conclu la paix promise. Cette bataille devient représentative de toute la guerre du Vietnam. Une perte injustifiée de vies américaines. Après 4 ans de combats sanglants et un bilan humain toujours plus lourd, les Américains sont en colère. Et certains cherchent un exutoire à leur frustration. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le soldat américain porte le fardeau de la désapprobation de l'opinion publique. Je me rappelle très clairement mon dernier jour. J'ai atterri à Da Nang. Da Nang était l'aérodrome duquel on décollait pour rentrer à la maison. J'étais fou de joie. Je m'en étais sorti. J'avais réussi. Dès qu'on a décollé, tout le monde s'est mis à crier. C'était complètement fou. On se jetait n'importe quoi, des oreillers, tout. Après le décollage, le pilote a dit « Messieurs, si vous voulez jeter un dernier coup d'œil au Vietnam, je peux survoler un peu la côte. » Et tout le monde a hurlé, en chœur, « Non !» Mon frère est venu me chercher à l'aéroport. On était très émus de se retrouver. Et puis il m'a dit, on va devoir sortir, mais je te préviens, ça ne va pas être très agréable. Il m'a expliqué qu'il y avait des problèmes avec des manifestants. Je ne comprenais pas. Je rentre du Vietnam, quel est le problème? J'avais l'impression d'être un héros. J'ai traversé le terminal en uniforme, avec mon sac de paquetage et mes médailles sur la poitrine. J'étais tellement fier. Rien n'aurait pu altérer ma bonne humeur. Et puis les gens ont commencé à me regarder. On est sorti, on est monté dans la voiture, et des manifestants ont donné des coups sur la voiture avec leurs pancartes. Ils me criaient dessus, ils frappaient au carreau, ils m'insultaient, ils me traitaient de tous les noms. C'était comme ça qu'on m'accueillait chez moi. J'étais sous le choc. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens chuchoter et me montrer du doigt. Toute cette fierté que je ressentais est partie d'un coup, comme évanouie. À mesure que le hall de l'aéroport s'est rempli, tous les sièges étaient pris, sauf celui à ma gauche et celui à ma droite. Les gens préféraient rester debout ou s'asseoir par terre que s'asseoir à côté de moi. Je ne me suis jamais senti aussi seul, aussi méprisé de toute ma vie. Je voulais rentrer chez moi et enlever cet uniforme. Ce dont j'étais si fier était devenu quelque chose de honteux. J'avais envie de les rejoindre et de leur montrer qui j'étais. Je voulais leur dire que les gens contre lesquels ils manifestaient n'étaient que des gamins qui essayaient de bien faire leur travail. Mais ils n'étaient pas prêts à le comprendre.
Mon cousin est venu me chercher, on a quitté l'aéroport et on est rentré. Quand je suis arrivé à la maison, mon père était assis à table avec toute la famille. Et il est resté sans voix. Personne ne pouvait parler. J'ai demandé où était ma mère et ils m'ont dit qu'elle dormait. J'ai dit, elle dort encore? Il est 10 heures. Je suis allé dans sa chambre. Maman, je suis rentré. C'était bon d'être à la maison.